une promenade à travers le centre de Doudeville à la recherche de ce qui, dans le Doudeville d'aujourd'hui, rappelle ou témoigne du Doudeville au XVIIIe siècle. Et puis ce thème, il se trouve un peu modifié par le fait que, comme vous le constatez, la promenade commence au moins par une station assise, hein, autour de quelqu'un qui parle. C'est dû à toutes sortes de circonstances, entre autres parce que il se trouve que j'ai plein de documents que je voudrais vous montrer et que c'est plus facile comme ça qu'en plein air, en plein vent sur la place. Et puis, je suis moins ingambe que je ne croyais l'être. J'ai actuellement un petit peu de mal à courir la campagne. Et donc, si promenade il y a tout à l'heure, elle se fera sous la conduite d'autres guides que moi, mais on commence par une petite causerie autour du thème de l'histoire de Doudeville. Alors, l'histoire de Doudeville, Doudeville n'a pas d'histoire, on pourrait l'entendre dire, c'est pas tout à fait vrai. Elle a même été plusieurs fois déjà racontée et assez bien racontée. Si on s'intéresse à la question, il y a plusieurs livres qu'on peut assez facilement trouver, même s'ils sont épuisés. Vers 1850, le curé de Doudeville, le doyen de Doudeville, l'abbé Simon, qui était un de ces curés savants à la mode d'autrefois, qui connaissait le latin, qui savait lire les archives, et qui avait une culture historique importante, l'abbé Simon donc a publié un inventaire des archives du doyenné de Doudeville, dans lesquelles il reprend les archives qu'il avait à sa disposition dans son presbytère pour raconter assez bien, de façon assez détaillée, l'histoire de Doudeville. Donc ça c'était vers 1850. 50 ans plus tard, Joseph Breton, qui était instituteur à Doudeville, se lance dans une étude du même genre, à son tour, fait une présentation de Doudeville, dans laquelle une partie historique intéressante, bien recherchée, vous est proposée. Donc, Doudeville, un bourg-cauchois, avant 1900, lui avait appelé son étude monographie de Doudeville sur son manuscrit, mais lorsque la chose a été éditée dans les années 80 du XXe siècle par les éditions Berthoud de Luneray, ça s'est appelé comme ça. On trouve ça encore assez facilement et c'est un document intéressant. Puis le troisième livre où il est question plus indirectement de l'histoire locale, c'est cet ouvrage, Un ambassadeur de Louis XIV à Venise, un personnage dont nous allons parler assez abondamment tout à l'heure, qui était le châtelain de Galville, a été envoyé à Venise par le roi Louis XIV pour être son ambassadeur, un poste et une fonction assez importante, et sa mission diplomatique a été racontée dans cet ouvrage, également publié chez Berthoud par Aliette de Pracontal, que vous connaissez peut-être sous le nom de Aliette Gillet, qui était la propriétaire du château de Galville jusqu'à une date très récente, puisqu'elle est morte l'hiver dernier, à un âge qui dépassait, je crois, les 100 ans. Et donc, c'est le troisième des ouvrages d'accès facile dans lesquels on trouve des renseignements épars, mais intéressants sur notre histoire locale. À part ça, rien. Et en fait, quand on recherche comme je le fais depuis que je suis revenu à Doudeville et que je me suis intéressé à la question, quand on recherche des éléments
d'histoire locale, on les trouve en levant les yeux, en levant la tête, en regardant les maisons, les constructions, les rues, leurs noms, les bâtiments, et en cherchant à assembler les traces. On ne trouve que des traces infimes, hein, des bribes, des notes de bas de page, des personnages auxquels il est fait allusion, sans qu'un long développement leur soit consacré. Et c'est seulement en rassemblant tous ces éléments épars qu'on finit par arriver à dessiner quelque chose qui donne une certaine perspective. Et c'est de cette perspective-là que je tire de mes lectures et de ma curiosité que je voudrais vous parler cet après-midi, à partir du XVIIIe siècle, donc les quelques dizaines d'années qui précèdent la Révolution, et au cours desquelles on voit l'exercice du pouvoir, on va dire, par une classe qui est, on pourrait appeler la bourgeoisie d'Ancien Régime, hein, cette bourgeoisie marchande qui cherche à s'anoblir, hein, ces bourgeois qui cherchent à devenir gentilshommes. Et puis après la Révolution, ils sont remplacés par une classe de bourgeois qui leur ressemblent, qui se distinguent par leur activité économique, leur goût d'entreprendre, hein, leur goût des affaires, et qui n'ont plus besoin de chercher une ascension par l'accession à la noblesse, si vous voulez. C'est la grande différence entre ces deux versants, hein, de la société bourgeoise. Mais un personnage qui s'appelle Pierre Roch de Varengeville. Pierre Roch de Varengeville, on va le prendre dans le courant de son existence au cours de l'année 1650, donc au milieu de sa vie, et nous allons nous transporter à Rouen. 1650, c'est la Fronde. Hein, c'est le roi de France est Louis XIV, mais Louis XIV est un enfant mineur. La régence est assurée par sa mère, la reine Anne d'Autriche, femme de Louis XIII, mais cette régence est très mal ressentie par au moins deux groupes puissants de la société. D'un côté, la haute noblesse, qui se révolte contre le pouvoir royal, et d'autre part, les parlements des provinces, c'est-à-dire les assemblées de la noblesse d'Europe, les juges, les magistrats, qui supportent mal la tutelle du ministre Mazarin et qui profitent de l'espèce d'état d'indécision, de sorte de fragilité du pouvoir, hein, qu'induit la régence pour se rebeller contre l'autorité royale. C'est une crise sérieuse, hein, et à Rouen, elle prend un tour vraiment particulier. Rouen, à l'époque, est une ville très importante, c'est la deuxième ville de France, hein, en population et en activité économique. C'est l'avant-port de Paris. Hein. C'est pas Rouen, le Havre existe à peine. Le Havre est un port militaire dont l'existence commence tout juste. Hein. Rouen est vraiment le grand centre économique, le grand centre judiciaire, hein, et le fait que Rouen entre dans une espèce de révolte, même si elle est un peu larvée contre l'autorité royale, inquiète, vraiment. Du coup, la reine, son fils, le ministre Mazarin et quelques personnages importants de la cour décident de quitter Saint-Germain. Ils n'habitent pas Paris, hein. À Paris, une sorte de révolte gronde aussi. Paris n'est pas sûr. La famille royale est à Saint-Germain. Ils décident d'aller visiter, ce petit groupe décide d'aller visiter la ville de Rouen
pour s'assurer du soutien de la ville à la cause de la monarchie légitime. Il s'agit d'un voyage de raffermissement de l'autorité royale. On est en février 1650, le voyage est décidé et annoncé de façon très abrupte, entre la décision d'aller faire cette visite à Rouen et le départ de la caravane royale depuis Saint-Germain jusqu'à Écouis, puis jusqu'à Rouen. Ça se décide en 48 heures, et des messagers sont envoyés aux autorités de la ville de Rouen pour dire « on arrive ». Et là, un personnage va jouer un rôle clé dans la réception de la famille royale, c'est ce fameux Pierre Roch de Varengeville. Il s'appelle Roch parce que c'est un roturier. Sa famille, depuis quelques générations, a commencé à acquérir un peu de puissance financière et de quête de légitimité. Donc, en achetant quelques charges auprès du Parlement de Normandie, ils ont pu se faire reconnaître comme seigneurs de Varengeville. Alors, pas du tout Varengeville, succursale de Neuilly aux environs de Dieppe, mais Varengeville, Saint-Pierre de Varengeville, près de Duclerc. Donc ces Roch, originaires de Varengeville, se sont installés dans les affaires à Rouen. On est à la fin du XVIe siècle, gagnent une certaine petite reconnaissance, obtiennent le droit d'accoler la particule Roch de Varengeville à leur nom, et le Pierre en question, le Pierre dont je vous parle, gravit peu à peu les échelons, non pas les grands échelons qui sont ceux du Parlement de Normandie, avec les grandes familles de la noblesse de robe qui, depuis des siècles, tiennent cette importante plateforme judiciaire et financière, mais les autorités locales, ce qu'on appelle le présidial. Le présidial, c'est le tribunal correctionnel, si vous voulez, le tribunal qui juge les petites affaires. Et Roch a réussi à s'en faire nommer président. Donc, il est le premier à un niveau qui n'est pas le premier rang. Et puis, il est également lieutenant général du bailliage. Alors, le bailliage, c'est une circonscription administrative. Elle est dirigée par un bailli qui a en principe la haute main sur l'administration de la ville de Rouen et des environs immédiats, mais le bailli, c'est un grand seigneur qui a d'autres chats à fouetter, et on nomme pour faire le travail un lieutenant général du bailliage, et Pierre Roch de Varengeville occupe ce poste au moment où la famille royale va arriver. Et il va jouer un rôle déterminant parce que, naturellement, cette arrivée ne s'est pas faite sans contact préliminaire avec les autorités locales. Rouen est divisé. Il y a, au sein de la société rouennaise, un nombre important de personnes qui sont du côté de la Fronde, du côté de la révolte, et en premier lieu, le duc de Longueville, qui est le grand personnage, le gouverneur de Normandie. Il est en rébellion, pas vraiment frontale, mais cependant active, contre le pouvoir royal. Et puis, il y a le côté des légitimistes, si on peut dire, et parmi eux, Pierre Roch est un des plus agissants, un des plus décidés, un des plus actifs aussi. Il est en relation par des émissaires avec Paris, avec la cour, avec les quelques personnages au sein de la société rouennaise qui sont aussi des légitimistes, et il accueille à bras ouverts la nouvelle de l'arrivée du roi. Et il va jouer un rôle absolument capital dans la réception du roi, qui est triomphale.
Le roi est reçu en triomphe, les bateaux qui sont dans le port ont été réunis, sont mis à l'ancre au milieu de la Seine, avec tous les oriflammes au vent, avec des tirs de canon à l'arrivée du roi, et à la tombée de la nuit, les mâts sont illuminés, les bords de la Seine sont illuminés, les rues sont pavoisées, les bourgeois de la ville ont consigne d'illuminer leurs maisons. Bref, tout un protocole de réception va se mettre en place, hein, sous la conduite, et grâce à la persévérance, à la ténacité de notre Pierre Roch, hein, qui va faire de ces 2 semaines que la famille royale passe à Rouen un tournant dans l'histoire de la Fronde et un pas décisif dans la reconquête du pouvoir par l'autorité royale. Et ça, on le sait très peu. Hein. Je veux dire, c'est une histoire que je reconstitue à l'aide de notes de bas de page dans des livres que personne ne lit. Hein. Le personnage n'est pas devenu pour autant une notabilité de premier plan. Et cependant, cette histoire de la Fronde, moi, ça me fait penser, avec cette prise de position ferme, décidée, agissante, en faveur d'un parti contre un autre, dans une situation presque de guerre civile, de préliminaire à une guerre civile. Ça me fait penser à la résistance, hein, ou à l'occupation, avec des collabos et des résistants. Quand la résistance l'emporte en 1944, hein, un certain nombre de personnages qui avaient pris parti de façon décidée en faveur de la résistance voient tout d'un coup une espèce d'horizon s'ouvrir devant eux, hein, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de la capacité à créer des affaires. Il y a, dans les années des 30 glorieuses, hein, un certain nombre de carrières qui me font penser à celle que va connaître Pierre Roch. Parce que, une fois la victoire royale assurée, la récompense va venir pour ceux qui ont fait le bon choix, quand il fallait faire un choix et que le choix était difficile et risqué. Et Pierre Roch se retrouve nommé en 1654, donc au moment où le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans, qu'on appelle Monsieur, le petit Monsieur, le frère du roi, accède à sa majorité. Autour de lui, on va constituer une maison, c'est-à-dire un ensemble de fonctionnaires et de responsables chargés de l'assister dans la gestion de ses affaires. Et la maison du duc d'Anjou puis d'Orléans, le frère du roi, c'est la plus grosse fortune de France après celle du roi. C'est le plus grand seigneur de France après le roi. C'est une puissance politique et financière considérable. Et notre Pierre Roch, qui a fait la preuve de ses capacités et de sa fidélité, porte un titre qu'on appelle secrétaire des commandements de Monsieur frère du roi. Secrétaire de commandement, ça veut dire que c'est lui qui dirige l'administration. Il n'est pas le président ni le directeur général. Hein. Il est, mettons, le secrétaire général de l'organisation. Mais c'est un poste clé, un poste de confiance, un poste dans lequel il va pouvoir faire la démonstration de ses talents et de ses capacités d'administrateur. Et c'est dans la foulée de ce... Donc, naturellement, la conséquence, c'est qu'il quitte Rouen, il s'installe à Paris, il va vivre au Palais Royal ou dans le Saint-Cloud, très proche de son patron. Hein. Il
il va avoir accès aux plus hautes sphères de la société civile, de la société financière de son temps, et il va y réussir, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan financier, une très belle carrière. Et c'est dans la foulée de cette nomination qu'il crée le domaine de Galleville. Le domaine de Galleville, on va en parler dans un instant avec des plans que je vous ai apportés, ce sont les paroisses de Doudeville et d'Arcanville. Ce n'est pas un fief, ce n'est pas un fief militaire, ce n'est pas une seigneurie d'origine guerrière. Il n'y a jamais eu de comte ou de marquis de Doudeville ou d'Arcanville, nommé par le roi en récompense de services rendus. C'était en fait des terres qui appartenaient à l'Église, avec un statut assez compliqué. Au moins 3 entités religieuses se disputaient depuis des siècles des droits sur les terres de Doudeville et d'Arcanville, et avec beaucoup d'habileté, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de ruse, une vision à très long terme sur des années et des années. Ce Pierre Roch est vraiment non seulement un homme capable d'engagement ferme, mais aussi quelqu'un qui a certainement un grand talent d'administrateur et d'homme d'affaires, va réussir à capter à son profit les droits très parcellaires et très contestés entre l'abbaye de Valmont, l'abbaye de Fécamp et le chapitre des chanoines de Plessis-les-Tours, qui tous se disputaient la propriété des terres de Doudeville. Il met tout le monde d'accord en captant à son profit l'ensemble de ses droits, souvent par des politiques d'échange. Par exemple, Plessis-les-Tours, comme son nom l'indique, c'est près de Tours, c'est très loin de Doudeville. C'était très très compliqué pour les chanoines de Plessis-les-Tours de faire valoir leurs droits sur les terres de Doudeville et de faire payer quoi que ce soit aux habitants qui étaient redevables de droits à leur égard. Que fait Pierre Roch? Il achète une magnifique seigneurie qui s'appelle la Vauguyon, qui se trouve à quelques kilomètres de Tours. Il va trouver le chapitre des chanoines de Plessis-les-Tours. Écoutez, je vous fais une offre que vous ne pourrez pas refuser. Regardez cette belle seigneurie qui est à moi, je vous la donne. Et en échange, vous me cédez ces droits que vous n'arrivez pas du tout à faire valoir sur cette misérable terre de Doudeville dont vous ignorez tout. Et naturellement, ça marche. Et avec il s'y prend de la même façon, avec ruse, sens de l'anticipation, capacité de projet à long terme, pour obtenir des religieuses de Valmont et de la Trinité de Fécamp le même genre de cession, et il se retrouve en quelques années le seul détenteur des droits sur les seigneuries de Doudeville et d'Arcanville. Et de là naît le domaine de Galleville, de là va s'en suivre la construction du château, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est une vision d'homme d'affaires. Et naturellement, c'est un projet de businessman, c'est un projet de capitaliste. Certes, à l'époque, ça faisait partie du statut social d'une famille qui s'enrichissait dans le commerce ou dans les affaires, d'acquérir une terre à la campagne pour avoir, à la façon d'une famille noble, l'hôtel en ville et le château et les terres qui l'entourent à la campagne. Mais visiblement, dans l'esprit de Pierre Roch, cet aspect-là est secondaire. L'aspect important, c'est de faire un bon investissement
et de le faire fructifier. Et on en verra la preuve un peu plus loin lorsque nous avancerons un peu dans l'histoire. Hein. Mais ce n'est pas... C'est en cela, si vous voulez, que le personnage apparaît très, très moderne, hein, capable d'une vision économique, d'ordre économique, et capable de la faire réussir par les moyens de son temps et en y déployant vraiment beaucoup de talent et de ruse. Il est né vers 1615, hein, notre Pierre Roch. Il connaît donc à l'âge d'une quarantaine d'années cette espèce d'ascension sociale fulgurante, de capacité à créer une fortune importante, et puis il meurt jeune, il meurt tôt, il meurt en 1578, je crois. 1678. Il meurt à Doudeville, dans sa maison de Galleville, à une époque où le château n'est pas du tout encore sorti de terre. Il a créé le domaine, il a réuni les terres, il a acquis les droits, il est le propriétaire, mais on suppose que lorsqu'est évoquée la maison de Doudeville, il s'agit de ce qu'on appelle le petit château ou le manoir de Galleville, hein, c'est-à-dire le petit manoir qui se trouve à droite en montant vers Galleville et où habite actuellement Brunel, qui a longtemps été la ferme Stalin Pubouste et qui a de nouveau été convertie en résidence du propriétaire, en quelque sorte. Voilà donc pour cette rapide évocation de la carrière de Pierre Roch de Varengeville. Au moment de la fronde, il a naturellement en but à dans une des mazarinades où il est pris à partie, notre Pierre Roch est appelé un petit juge, hein, un petit ambitieux qui exploite la misère du peuple pour faire fortune. On ne sait pas du tout quelle est l'origine de cette fortune. En tout cas, moi, je n'ai rien trouvé qui permette de comprendre quelle est l'origine de cette fortune. On ne trouve pas son nom dans les grands investisseurs des compagnies de navigation, d'armement. On ne trouve pas son nom dans les listes de grands marchands. Ce que me fait supposer cette mention sur l'exploitation de la misère du peuple, c'est qu'il devait faire travailler des tisserands et faire travailler des artisans à domicile en finançant leur activité et en les rétribuant très chichement pour faire fortune grâce à la commercialisation des produits de leur activité. Peut-être aussi que les chanoines du Plessis-les-Tours n'arrivaient pas à percevoir les droits féodaux sur leurs terres. Oui. Et donc, quand il est arrivé, lui, certainement qu'il y avait des droits réclamés qui, autrefois, étaient un peu laissés à la Sûrement. Et il était sur place. Il est mort à Doudeville, donc il habitait Doudeville. Hein. Quand il n'était pas à Paris au service de Monsieur le frère du roi, c'est à Doudeville qu'il vivait, et c'est son investissement qu'il veillait personnellement à faire fructifier. Oui, certainement. En tout cas, il meurt avant que n'ait été réalisé son projet. Comme c'était très souvent le cas à l'époque, son fils, il avait un fils, Jacques
Roch de Varengeville, son fils lui succède dans sa fonction. Il est beaucoup plus jeune. Le fils a à peu près l'âge de Philippe d'Orléans. Et Philippe d'Orléans, si j'essaie de rafraîchir un peu vos souvenirs à propos de ce personnage, ce qui le caractérise le plus, ou le plus visiblement, c'est l'homosexualité débridée dont il était l'acteur. Il vivait entouré, Saint-Simon fait le portrait de lui, d'un personnage juché sur des talons hauts comme des effaces, fardés, couverts de bijoux, de plumes et de rubans, partout où on peut en mettre, et vivant au milieu d'une cour d'hommes épris de lui, et en totale opposition, en violente opposition avec les bonnes mœurs ou les bonnes manières de son temps. Cette homosexualité affichée, très spectaculaire et très hautement proclamée, n'était pas vraiment à la mode. Dans les années 1660 à 1690. Et lorsque Jacques, le fils Roch de Varengeville, entre dans la maison de Philippe d'Orléans pour y succéder à son père, il est à peu près de l'âge de Philippe d'Orléans, et on trouve d'assez nombreuses allusions au fait qu'il aurait pu, contrairement à son père qui avait une génération de plus, qui était un sévère administrateur, faire partie de la coterie, faire partie de l'entourage familier de monsieur. En tout cas, je passe sur quelques épisodes que raconte Madame de Sévigné, sur lesquels on reviendra une autre fois. Il quitte assez rapidement l'entourage de Philippe d'Orléans parce qu'il se marie et parce qu'il va être nommé ambassadeur à Venise. Il se marie il a une trentaine d'années lorsqu'il se marie, et c'est dans la foulée qu'il devient ambassadeur à Venise. Il se marie avec la fille d'un grand ami de son père, qui est un personnage considérable de la société, de l'entourage politique de Louis XIV, quelqu'un qui s'appelle Honoré Courtin, qui était le grand organisateur de la diplomatie de Louis XIV, le grand maître de la diplomatie de Louis XIV. Saint-Simon nous raconte qu'il était une des rares personnes en qui Louis XIV avait vraiment confiance, que cette confiance était méritée, et que le grand talent de ce Courtin lui a fortement attaché la personne du roi. Je vais vous lire un petit extrait des mémoires de Saint-Simon où il est présenté. Nous avons vu Courtin refuser une place de conseiller au Conseil royal des finances, et la première place parmi les ambassadeurs du roi, quoique le roi lui eût permis, à cause de ses mauvais yeux, de mener avec lui Madame de Varengeville, sa fille, qui était veuve depuis longtemps et qui demeurait avec lui, de lui confier le secret des affaires et de se servir de sa main pour tout ce qu'il ne voudrait confier à des secrétaires. Madame de Varengeville était une grande femme, très bien faite, et lors encore fort belle et de grand air, qui avait beaucoup d'esprit et de monde. Elle avait épousé sans bien, elle avait épousé sans bien une espèce de manant de Normandie, fort riche,
dont le nom était Roch, mais qui avait de l'esprit et du mérite, et qui fut longtemps ambassadeur à Venise. Il mourut peu après son retour, et aurait été plus loin s'il avait vécu. Il laissa 2 filles, le président de maison en épousa une, dont j'aurai occasion de parler, et Villars, l'autre, qui, tôt après ce mariage, devint maréchal et enfin duchesse. Mais, vous voyez, là, en 3 mots, Saint-Simon nous donne une idée de la trajectoire. Effectivement, Jacques Roch de Varengeville meurt jeune, en 1690, lorsqu'il a à peine la cinquantaine, et laisse sa veuve, Angélique Courtin, et 2 filles, Charlotte et Angélique, qui vont l'une et l'autre faire des mariages prodigieux. Angélique épouse ce qu'on peut imaginer de mieux à l'époque en termes de noblesse de robe, c'est-à-dire Claude de Longueuil, qui est président à mortier du Parlement de Paris, appartient à une grande famille de la noblesse de robe, depuis plusieurs générations, très puissante, très bien relationnée, et dont on peut voir encore la trace lorsqu'on va par le train à Paris, depuis Rouen. On passe au large de ce qui s'appelle la ville actuelle de Maisons-Laffitte, et on aperçoit sur la colline le château de Maisons, qui était la résidence de Claude de Longueuil. Et puis, l'autre fille, donc, épouse ce qu'on peut imaginer de mieux en matière de noblesse d'épée, c'est-à-dire Claude de Villars, le général favori de Louis XIV, le sauveur du royaume, le vainqueur de toutes sortes de batailles. Et alors, chance extraordinaire, Villars a 50 ans quand il épouse Angélique Roch de Varengeville. Angélique a 20 ans, Villars 50. Et on pourrait croire qu'il a derrière lui une très belle carrière, mais cette carrière n'est rien par rapport à celle qu'il va vivre ensuite. À peine ce mariage est-il conclu qu'il remporte une grande victoire qui fait que Louis XIV le fait de lui, il donne le titre de maréchal et le titre de duc, et lui donne un duché, et ce duché, ce n'est rien moins que Vaux-le-Vicomte. Le siège du duché, c'est Vaux-le-Vicomte et les terres qui l'environnent. Autrement dit, Villars devient, en l'espace de quelques années, un des plus puissants, riches, honorés, considérés seigneurs de la cour de Versailles. Et son épouse, Angélique Roch de Varengeville, suite d'une carrière analogue, le suit dans sa carrière, devient la châtelaine de Vaux-le-Vicomte, où elle reçoit l'Europe entière des arts, de la littérature, de la politique, devient naturellement dame du palais de la reine lorsque la régence prend fin et que Louis XV prend le pouvoir. La maréchale de Villars est nommée dame du palais de la reine, donc vous voyez, vit dans l'entourage immédiat, au plus haut du plus haut de la société de l'époque. Dans la Mazarinade dont je vous parlais tout à l'heure, à propos de Pierre, le grand-père d'Angélique, il est nommé, lui, pour marquer tout le mépris social dont il peut faire l'objet, il est le petit-fils d'un vinaigrier de la rue Potard. La rue Potard, à Rouen, c'était une des rues les plus tortueuses, obscures, crasseuses
qui s'étendait dans le quartier commercial ou commerçant entre la cathédrale et la Seine. Hein, ce quartier qui a été entièrement détruit par les bombardements de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, et qui, dont il est très difficile de se faire une idée de ce qu'il était. Il y a quelques photos, en particulier qui montrent la rue Cottard comme une espèce de boyau étroit, donc un vinaigrier, hein, au fond de cette ruelle puante. Voilà, c'est de là que vient la dame du palais de la Reine. En 3 générations, c'est une ascension sociale absolument prodigieuse, hein, et dont on peut s'étonner qu'elle n'ait pas fait l'objet de plus de recherches historiques, parce que là encore, ce que je vous raconte là, c'est des histoires qui sont plutôt des histoires de personnages de notes de bas de page dans les livres de la grande histoire, plutôt que d'une Villard. Il y a bien sûr le maréchal et sa carrière militaire ont fait l'objet de plusieurs biographies, mais les personnages qui l'entouraient, beaucoup moins que lui. En tout cas, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est le caractère stratosphérique de l'ascension sociale qu'a connue cette famille, Roch de Varengeville, en particulier à travers le personnage de Angélique, dont on voit toutes les grâces, tout le charme dans un tableau qui se trouve à Vaux-le-Vicomte, tableau du peintre Coipel. On la voit jouant d'une lutte au milieu d'une assemblée de personnages qui l'écoutent avec ravissement. Il se passe combien d'années entre la chute de Fouquet qui part de Vaux-le-Vicomte et l'arrivée du maréchal de Villars? Alors, Fouquet, c'est juste avant c'est la fin des années, c'est 1660, en gros, la chute de Fouquet. Hein, ça correspond à la prise du pouvoir personnel de Louis XIV. Et Vaux-le-Vicomte va être donné par le roi 40 ans plus tard, hein, au début du XVIIIe siècle, en 1709, je crois. Donc oui, une cinquantaine d'années plus tard. En tout cas, Angélique Roch de Varengeville s'est trouvée, à la suite de la mort de son père Jacques, l'héritière du domaine de Galleville que son grand-père avait si savamment et si patiemment constitué. Et c'est elle qui a fait dresser le plan dont vous avez déjà vu quelques reproductions sur les tables en arrivant, et dont je voudrais vous dire maintenant un mot. Ce plan, c'est ce qu'on appelle un plan terrier, c'est-à-dire un plan qui représente l'étendue du domaine. Donc c'est un plan qui mesure environ 2 mètres 50 sur 2 mètres, hein, qui est actuellement, qu'on peut voir au château de Galleville, encadré, présenté sur le mur d'un des salons du château. C'est un plan qui est devenu extrêmement difficile à interpréter parce que noirci, abîmé, mais notre association a pris il y a quelques années l'initiative, grâce à la bienveillance du propriétaire actuel, de faire photographier ce plan par la photographe de Louisville et faire traiter les photographies en question par une entreprise de traitement numérique du document d'IFTO, ce qui le rend beaucoup plus lisible, hein, que n'est les détails que je vous montre là sont beaucoup plus lisibles que ne le sont, que ne l'est le plan lui-même. Et en particulier, on y voit très très bien le centre de Louisville, hein, qui est ici, je vais vous le faire passer, dans lequel vous reconnaissez très très bien l'église, ici, la place du marché,
où nous sommes, la halle qui n'est pas celle-ci, mais qui est, on voit qu'au même endroit, en 1735, existait une sorte de halle primitive dont celle-ci a pris la place. Et puis quand vous verrez ce plan tout à l'heure, en vous le faisant passer de l'un à l'autre, on reconnaît extrêmement bien l'emplacement des actuelles rues de Doudeville. Ici la place du Puy-Saint-Jean, ici l'église, donc la rue Carnot, la place du Marché. Bon, vous voyez qu'autour, les passages, les endroits qui sont des vergers, des parties boisées ou des herbages sont beaucoup plus proches du centre qu'aujourd'hui, mais le centre se reconnaît extrêmement, extrêmement bien, et je vous laisse reconnaître l'endroit où vous habitez pendant que je finis de vous en dire un mot. Donc, ce plan-là était un document fiscal, en quelque sorte. Quand vous regardez le plan, vous voyez que chacune des parcelles est numérotée et à chaque parcelle correspondait, dans le livre terrier, une description de la parcelle en question, de son usage, des droits qui y étaient attachés, des perceptions qui pouvaient s'y faire. Donc un document comptable destiné à faciliter l'administration du domaine, qui comportait donc les paroisses de Galville et de Doudeville. C'est un peu aujourd'hui, ce serait un peu plus de 2000 hectares. Ça ne signifie pas que le seigneur de Galville était le propriétaire de tout cela, mais que sur chacune de ces parcelles, il exerçait un droit, soit de propriété directe avec location, soit, parce que le bien a été vendu, de perception d'une rente. Le système foncier d'Ancien Régime ressemblait un peu au système anglais actuel, dans lequel la propriété de la terre est en fait se dissocie en deux branches. Le droit d'y construire des bâtiments dont on est propriétaire, et puis la propriété fondamentale de la terre elle-même, qui reste l'objet de la perception d'une rente. Je ne connais pas les endroits. Enfin, les systèmes juridiques sont très compliqués. Je dis que ça ressemble un peu. Il y a ce qu'on appelle ground rents. Voilà. À ce système qui a totalement disparu en France après la Révolution. À la Révolution, les rentes de ce type ont été abolies. Point final. Jusqu'à la Révolution, le seigneur pouvait vendre le terrain sur lequel un particulier allait construire une maison. Le particulier en question restait redevable d'une rente perpétuelle à payer au seigneur, qui donnait par exemple le droit de faire hériter ses descendants du bien en question, mais si la rente n'était pas payée, la propriété revenait au propriétaire d'origine. Et ce système, donc, qui a été aboli, est une des explications de l'existence de ces plans terriers qui expliquaient pour chacune des parcelles qui composaient le domaine quel était exactement le statut foncier de la parcelle en question. Rente perpétuelle pouvait être perçue sous forme d'argent ou en nature. Lorsqu'il s'agissait de biens agricoles, par exemple, il pouvait être perçu en nature. D'après ce que j'ai pu lire sous la plume des historiens spécialistes, en Normandie et dans le pays de Caux, la forme du paiement en argent était de loin la plus répandue. C'était des sommes qui semblent extrêmement modestes, bien sûr, mais qui continuaient à garantir de la part du propriétaire primitif une espèce de droit sur le bien aliéné, sur le bien cédé, qui permettait, en cas de non-paiement,
un retour aux propriétaires d'origine. Cela dit, quand on lit les détails sur la façon dont ça se passait, c'était très difficile de percevoir ces droits. Naturellement, ceux qui étaient soumis faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas les verser, et toutes sortes de difficultés s'en suivaient. Mais le droit, la loi, avant de conclure, ou de rebondir peut-être sur autre chose, mais un dernier point qui complète tout cela et permet de mieux le comprendre, c'est de lire un document qui a été publié dans le Journal de Rouen en 1763, quelques semaines après la mort de Marie-Angélique, duchesse de Villars. Vous avez compris que Galville, aussi considérable que soit ce bien, n'était qu'une infime partie des richesses qu'avait accumulées le maréchal de Villars et son épouse. Mais comme beaucoup de familles de la haute aristocratie à la veille de la Révolution, les biens en question étaient grevés de charges dues aux dettes qu'avait accumulées la famille. Un personnage dont je ne dirai rien maintenant pour le réserver à une autre occasion, c'est l'unique fils du maréchal de Villars et de Angélique, son épouse, qui, lui aussi, curieux comme ce fil se maintient de génération en génération, lui aussi a été un des homosexuels flamboyants de la fin de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Paris-Normandie, le Journal de Rouen, qui venait d'être fondé quelques mois auparavant, 1763, et qui était un hebdomadaire et qui était surtout un journal d'annonces, un journal dans lequel était publié, qui est assez bien décrit. On reconnaît extrêmement bien dans la description en question l'actuel château de Galville, qui a très peu changé. La description précise un certain nombre de points très importants pour un éventuel acheteur. D'abord, le revenu du domaine. Grevé un certain nombre de charges, mais donnant un résultat, et la formulation « la terre de Doudeville et celle d'Arcanville, en Caux, à 8 lieues de Rouen, 6 de Dieppe, 3 de Saint-Valery et 12 du Havre, avec plusieurs fiefs qui en dépendent et un très beau château couvert d'ardoises, bien bâti et en bon état, situé à Galville, attenant les dites terres, dont dans l'un des pavillons duquel il y a une fort belle chapelle, et au-devant du dit château, une grande cour fermée de murs en briques et cailloux, séparée par un fossé sec, avec une belle avant-cour, close aussi de murs, dans laquelle sont 2 bâtiments parallèles couverts d'ardoises, servant de remise et d'écurie. Quand on regarde là, je ne vais pas ressortir de là parce que trop peur de ne pas y revenir, mais si je vous montrais la vue aérienne de Galville telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une parfaite description. Plus le droit de patronage et de nomination à 3 cures et 2 bénéfices simples. Ça, c'est un des droits seigneuriaux les plus recherchés
par les détenteurs de ces droits, c'est-à-dire nomination à la cure, c'est le droit de nommer les curés, le droit de dire un tel occupera la cure de notre ville ou celle de telle chapelle ou église. C'est-à-dire que le pouvoir civil, le propriétaire des lieux, le seigneur, avait son mot à dire vis-à-vis de l'autorité religieuse sur la nomination des prêtres desservant les paroisses. C'est l'autorité religieuse qui décidait de la qualification des prêtres en question. Mais la nomination de l'individu faisait partie des privilèges seigneuriaux. Les principaux fiefs de la terre de Woodville relèvent du roi. Ça, c'était l'habileté de l'ancêtre Roch de Varengeville, d'avoir recueilli sur son nom les titres de propriété divers des terres en question et de les faire rattacher directement au roi et pas à un seigneur intermédiaire qui aurait éventuellement eu son mot à dire. Pourquoi ce bâtiment? Parmi les revenus de la terre de Woodville, il y avait les droits que percevait le seigneur sur toutes les transactions commerciales qui se faisaient sur le territoire de sa seigneurie. Et l'activité si importante de tissage qui se faisait dans les environs de Woodville comportait l'obligation pour les tisserands de passer pour commercialiser le fruit de leur activité par la halle de Woodville sur laquelle le seigneur percevait un droit. Et donc, on sent bien ici que ce fief de Woodville, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas seulement un château, ce n'est pas seulement une façon d'étaler, de montrer au monde sa puissance ou sa réussite, c'est aussi, et c'est surtout, un investissement financier destiné à produire un revenu, et un revenu important. Je passe sur la suite, qui est encore plus importante, et qui démontre à quel point, dans l'esprit du fondateur, Pierre Roch, cette affaire-là était un investissement à long terme. La suite de l'annonce décrit le joyau, la pépite de ce domaine, c'est-à-dire la présence de, le chiffre est cité en toutes lettres, si je puis dire, 62 000 arbres, 62 000 arbres, bienvenants, et prêts à être coupés, qui vont assurer un revenu de 300 000 livres. 62 000 arbres, ça ne naît pas tout seul. 62 000 arbres, ça ne pousse pas spontanément. Ça suppose que quelqu'un ait eu la volonté d'établir des pépinières, et de les faire planter, d'assurer leur jeunesse, leur croissance et leur entretien jusqu'à l'âge où ils vont être bons à être abattus. Et 62 000, c'est vraiment considérable. J'en ai parlé avec quelques forestiers au cours des derniers mois. C'est un chiffre impressionnant. On est en 1735. Les arbres, les hêtres, les chênes, les ormes, les essences sont précisées dans l'annonce. Ce sont des arbres qui arrivent à maturité 80, 100 ans à peu près. Là, on est 70 ans, 75 ans après la création du domaine par Pierre Roch, l'acquisition des terres et l'acquisition de... Ça signifie quoi? Ça signifie que la première chose qu'il a faite, quand il a été le patron de ces deux paroisses,
ça n'a pas été de faire un château, ça a été de faire planter 62 000 arbres pour que ses descendants en recueillent 100 ans après le fruit. Hein? Et là encore, c'est un détail de rien. Peut-être que je sollicite le texte de cette petite annonce, mais en fait non. Quand on a, comme c'est le cas ici, aussi peu de détails concrets auxquels se raccrocher, il faut bien essayer de les presser, hein, pour en retirer tout le jus. Et là, ça paraît évident, hein, que 62 000 arbres, 62 000 chênes, hêtres et ormes, ça ne pousse pas spontanément, c'est nécessairement le résultat d'une volonté d'investissement, et ça colle tellement bien avec tout ce que nous savons par ailleurs de ce Pierre Roch qu'on se dit, ben voilà, bien sûr, c'est évident, c'est ça. Hein. Ce personnage que nous avons caractérisé à travers la netteté, la clarté, la force d'un engagement politique fondamental, un prix à un moment clé de sa vie. Et nous avons par ailleurs vu à quel point il était doué pour l'administration des affaires. Hein. On le retrouve bien ici. On le retrouve bien ici, 75 ans après sa mort, dans la manière dont est annoncée la vente de son domaine. Puis, un dernier point, le fait d'annoncer comme un élément clé de la qualité matérielle du bien à vendre, la proximité de l'époque, hein, Dieppe, Saint-Valery, Le Havre, Rouen, la capacité, si des richesses sont produites sur le territoire de la seigneurie, la capacité de les exporter, hein, et d'en faire commerce, et de les vendre, et de gagner de l'argent en les vendant, ça apparaît comme la motivation première de la vente, enfin l'atout premier, l'attrait premier de ce bien-là pour ses éventuels acquéreurs. Et ce n'est pas pour des prunes, ce n'est pas pour rien que l'acquéreur va être un homme d'affaires. Le personnage qui s'appelle Nicolas Lawless, un Irlandais de Rouen, un Irlandais qui avait passé sa jeunesse à Rouen, mais qui était à la tête d'une très belle fortune amassée par sa famille de commerçants, banquiers, marchands de bière, marchands de laine. Hein. Pas un noble, pas un aristocrate, un homme d'affaires, un homme d'argent, hein, qui comprend qu'il y a quelque chose à tirer de ce bien et qui l'achète, content. Et qui, alors ça on va rencontrer une autre fois, il ne reste que 5 ans sur place parce qu'il s'est fait tellement mal recevoir par ses voisins cauchois. Il a été tellement, lui le Orzin, tellement mal reçu que au bout de 5 ans il s'est découragé, il a vendu tout ça, revendu tout ça, et reparti s'installer à Dublin, où, et ça montre que son installation à Douleville avait été celle d'un homme d'entreprise et d'action. À son retour à Dublin, il va connaître une carrière à la fois d'homme d'affaires et d'homme politique très réussie et devenir un des grands banquiers, marchands, propriétaires terriens, hommes politiques de l'Irlande de l'époque. Mais voilà. Bon, je ne sais pas si ça correspond à ce que j'avais annoncé dans le programme, mais j'ai essayé à travers le portrait de quelques hommes, de quelques-uns des propriétaires de Belleville,
de reconstituer la réalité de cette acquisition, hein, et de faire tenir ensemble la halle aux toiles dans laquelle nous sommes, la halle primitive, quand on voit le dessin sur le plan que nous avons regardé, les raisons qu'ont pu avoir les rocs de Varengeville d'entreprendre, de réussir sur plusieurs générations un parcours d'ascension sociale. Ce qui rend exceptionnel cette affaire-là, cette vie-là, cette trajectoire-là, on peut l'appliquer à un grand nombre significatif de familles du même genre. Hein, des familles de marchands de Rouen ayant connu une ascension sociale, un enrichissement, une ascension sociale, un élargissement de la surface sociale comparable. Il y en a une bonne demi-douzaine, hein, c'était à la même époque. Ce qui caractérise, ce qui rend exceptionnel la trajectoire roc de Varengeville, c'est qu'elle a atteint des sommets stratosphériques. Hein. On ne s'est pas contenté de devenir un très riche marchand de Rouen avec un beau château à la campagne. On est arrivé dans l'entourage immédiat de la famille royale. Et puis, à la génération suivante, grâce au fils homosexuel flamboyant, tout ça s'est volatilisé. Toute cette fortune est volée en éclats dans un train de vie et un mode de vie généreux, on va dire, hein, et prodigue, généreux et prodigue, et qu'il n'en reste rien, sauf le musée d'Aix-en-Provence et ces beaux tableaux du XVIIIe siècle qui sont ce qui reste de l'héritage de ce dernier des Lilas. La famille s'est éteinte, il n'y a plus rien, plus personne. Donc là, moi je suis très sensible au caractère météoritique, hein, de cette ascension et de cette chute. Et je trouve que ça mériterait qu'on la raconte, quoi. Louis.